Les amis, monsieur Cédric Fréour, Je suis là. au programme cette semaine, il y a quoi? Tesla rappelle 362 000 véhicules aux États-Unis. 362 000 véhicules, c'est pas rien sur une production d'un Mais million pour d'euros. leur bien Oui. et un bienfait réel. Et tu rappelles pas pour les rendre moins bien les voitures une fois On qu'elles va sont vous passées. mettre des petits chocolats dans la boîte à gants. Renault Clio 5, le restylage qui annonce du lourd. Les résultats de Renault. Mercedes avec son classe G électrique. Zizou, ambassadeur de Alpine. Et toi, t'as quoi comme petite news? Ferrari, Ouais. Porsche, toutes les nouveautés jusqu'en 2026, ça s'électrise. Et- C'est électrisant. Et la revue de presse avec notamment chez nos confrères de Top Plus, le palmarès des voitures les plus volées. Ça va être intéressant et c'est tout de suite dans notre émission d'actu. Et Auto Plus de cette semaine, Mhm. palmarès des vols de voitures. Je sais pas si c'est un beau palmarès en même temps. C'est pas un beau palmarès, mais c'est quand même intriguant et intéressant. Voiture la plus volée cette année. Alors là, je sais aucune idée. C'est dur, hein. C'est des vieilles voitures, non? Parce que ça doit être plus facile à voler, non? Bah, c'est le Toyota RAV4. Ah ok. Genre, Et- on aurait pu passer une ouais. heure avant que je tombe dessus. Et le plus récent, c'est-à-dire que la dernière génération de Toyota RAV4. D'accord. Et à la seconde place, pardon, c'est une Lexus. Le Ok. NX. Bon, en même temps, c'est le même groupe, donc quelque part, il y a Non. peut-être une logique de Ouais, non, construction mais de pièces. c'est impressionnant, Ouais. tu vois. Et alors, alors vous irez regarder le palmarès, hein, il y a deux Range Rover aussi dans le top 10. Enfin, deux Land Rover, pardon. C'est dingue. Donc ça doit être très très apprécié. Et à la 11e En place... tous les cas, c'est très très volé. Ouais, à la 11e place, pardon, il y a une Citroën qui est le Citroën Nemo. Vous savez, le petit utilitaire rigolo. Ah d'accord. Il est à la 11e place. Je Ok. sais pas pour c'est le premier utilitaire du classement. Voilà, les gens l'adorent en tant qu'utilitaire. Au moins, ça c'est dit. Non, mais c'est drôle comme Ouais. top 50. Et puis vous irez retrouver aussi l'ensemble des futurs BMW. Donc peut-être, vous avez peut-être vu, tu sais, à Détroit, pardon, lapsus, au CES de Las Vegas, Ah oui, le concept car. le concept car qui changeait de couleur. Ah oui. Certains disent que ce sera peut-être, en tout cas son architecture et Que sa cette design reprise pour un station, modèle de série. ce sera pour la nouvelle série 3. Voilà, il y a toutes les BM, il y a petit grand essai de tous les SUV d'accès. Enfin bref, Auto Plus, Golf R aussi. La semaine prochaine, on aura beaucoup plus de magazines puisque ce sera, Il y aura les sorties mensuelles. Ce sera le mensuel. Voilà, allez hop, on fonce pour les petites infos croustillantes. Ouais. Il y a beaucoup de voitures. Hein. Est-ce que tu veux que je commence? Commence, vas-y. Alors, première news. Tesla a rappelé 362 000 véhicules aux États-Unis. 360. Vincent Marty, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, 362 000 véhicules, c'est pas mal parce que je crois que la production de Tesla, vous me reprendrez dans bah, les commentaires, c'est un c'est tiers 1 de million la- 100, 1 million Ouais, 2 ouais, par. c'est un tiers de la production. Ouais. Ouais, donc et c'est beaucoup. Et alors en plus, c'est que sur un territoire, sur les États-Unis. Donc 362 000 quelle en est véhicules. la- ouais. En fait, la problématique, en fait, sur la conduite autonome, tu as deux options chez Tesla. Tu as l'autopilote et tu as la FSD, je crois, full self-driving. Grosso modo, c'est l'autonomie la plus Tu grande. touches plus à rien. Exactement. Et en fait, je ne suis pas le plus gros technicien, donc vous me reprendrez si je dis des bêtises. Cette plus grosse autonomie, elle amène quoi? Elle amène une meilleure lecture des panneaux, une meilleure lecture des distances, une meilleure lecture des feux rouges, des feux verts, etc. Et en fait, l'autorité américaine les a pointés du doigt en disant, les a obligés à rappeler les véhicules en disant cette FSD, qui est facturée 7 500 € à chaque propriétaire, ne fonctionne pas bien. Alors, attention. Déjà, t'as Il y a des aléas de... bah, c'est ce que, entre guillemets, l'autorité américaine qui fait gouvernance a pointé du doigt. a dû constater. Donc j'ai envie de te dire, c'est l'autorité. Donc si elle l'a pointé du doigt, c'est qu'il y a des raisons. Mais d'un autre côté, il n'y a pas eu un seul accident à cause de ça. Donc c'est de la prudence, tant mieux. Mais tant mieux, Ouais. quelque part, encore heureux qu'il y ait des garde-fous. Et ce qui est marrant aussi, c'est que les gens maintenant parlent de rappel. Nous, il y a 10-15 ans, tu avais un rappel. Bah, quand tu allais faire ton entretien, il y avait ceux qui y allaient avant parce qu'ils voulaient absolument que ça soit bien, et ceux qui attendaient l'entretien pour faire le rappel. Bah, là, tout se fait over the air, comme disent les Américains. Donc ça se fait en fait mise à jour automatique, et la mise à jour devrait arriver a priori en avril. Mais 362 000 rappels, ce n'est pas. Oui, c'est l'ensemble quasiment de la flotte qui est concernée, récente, Ouais, c'est pointée pas. du doigt. C'est pas neutre. Et ce qui est marrant, c'est que. Alors pourquoi il n'y a pas de rappel en Europe? C'est que cette conduite autonome, ce que nous on a rappel en Europe, je pense, de niveau 3, mais là je m'aventure sur un sujet que je maîtrise un peu moins bien. En fait, elle est assez peu. Par exemple, en France, je crois qu'il n'y a aucun constructeur qui s'est aventuré sur la conduite autonome de niveau 3.
À ma connaissance, je crois qu'il n'y a que Mercedes avec la classe S et l'UQS, qui est quasiment la même voiture, mais en version électrique, enfin la même voiture. Des composants sont communs dedans, qui s'est aventuré sur ce terrain-là. Bah, niveau 3, oui, c'est sans les mains, Ouais. sans les pieds. Et Tu dois quand même garder, tu dois Alors, quand même... Tu dois, mais c'est Tu peux les enlever, mais le constructeur, pour se dédouaner, se dit tu dois rester maître de ton véhicule. La bataille de qui est logique. Tesla, en fait, l'objectif d'Elon Musk, c'est de dire, les gars, Sans les mains, sans les pieds. délégation totale et lui n'arrête pas de dire, depuis de longs mois, voire des années, en fait, Même des années, ouais. on est déjà prêt, mais les lois américaines m'obligent à vous imposer régulièrement de remettre les mains au volant. À toi. Les nouveautés Porsche. C'est pas vrai. Elles s'électrifient. Il y a pas mal de choses. La première chose, c'est qu'on attend évidemment un Macan tout électrique Oui. qui devrait arriver incessamment sous peu. Oui. En avril, va être présenté Tu ne te couvres pas d'un fil. un Boxster. Non, mais un restylage Du Boxster. du Cayenne. Ah bon? Déjà, pour commencer, je vais te faire toutes les nouveautés Porsche pour te faire plaisir. Et dans ce restylage du Cayenne, il y a notamment le PHEV, donc le plug-in hybride, Oui. qui va adopter une nouvelle batterie qui lui permettra 80 km d'autonomie pour revenir dans la course, tu sais, de ces fameux hybrides rechargeables qui dépassent parfois, on parlait de Mercedes, 120 km d'autonomie. Ce qui est marrant, c'est que tu sors un nouveau modèle pour revenir au standard actuel. T'as envie de dire, tu essaierais peut-être de prendre un peu plus d'avance, non? Exactement, sauf Mais que la voiture est lourde. la voiture est lourde et tout ça, et puis le Cayenne, c'est un restylage. Donc la nouvelle plateforme qui arrivera, Oui, elle, en c'est la 2026, même plateforme. sera évidemment beaucoup mieux. Les moteurs thermiques, eux, évoluent puisque les puissances vont passer de 480 à plus de 660 chevaux. C'est-à-dire que on gagne encore Avec tu vois, le moteur avec les turbos et tout ça. Ok. Ça devient énorme, ouais. Boxster, Cayman et Macan seront, eux, en revanche, les futurs Électrique. entièrement électriques. Donc voilà, tu sais, le monde change aussi. 2025, quand on y pense, c'est demain matin. Tu vois. On verra comment on le vit. Ça fait bizarre à entendre. Voilà. Moi qui suis porschiste, mais. Pour faire un feu d'artifice aussi de voiture qui émerveille, tu me permets d'enchaîner sur une seconde? Vas-y. Et en parlant d'électrification, Ferrari. Ferrari, pendant longtemps, moi je l'ai entendu jusqu'à la fin des années 2010, Hugo adore, on n'électrifiera que très peu. Ils ont l'amendement, il y a l'amendement Ferrari. Oui, ils ont un an de plus. On électrifiera que très peu, voilà, machin. Prise de parole du président de Ferrari. On électrifiera tout. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, voilà, on va devoir quasiment tout électrifier. Il a mis un plan de match. Et il a dit, Tesla, c'est fait pour aller d'un point A à un point B. Ce sont des voitures fonctionnelles. Nous, ce sont des voitures émotionnelles. Donc, elles auront encore du frisson, même si elles sont électriques. Vous me permettrez de regarder les fiches. Le plan de match est le suivant. 2026, il y aura 55% des modèles qui seront électrifiés. Ça veut dire qu'il y aura une part d'hybride. 2026, c'est demain. Oui. Ouais. Ça veut dire 55% des modèles seront électrifiés. Autrement dit, un peu de plug-in et les premiers modèles électriques. En 2030, ne subsistera dans la gamme Ferrari que 20% d'essence. Tout le reste est électrifié ou 100% électrique. On y passera, mais ça fait bizarre à entendre. Ça fait bizarre. Malgré tout, dans ce qui va arriver assez vite, ouais. Un truc rigolo, la Ferrari, vous savez, cette hypercar absolue va avoir une électrique. Descendante. 2000 Alors, il y a quelques images qui circulent et on voit notamment sur les images camouflées naturellement, on voit un petit panneau triangulaire orange avec alertant justement en cas d'accident. Ça veut dire qu'elle sera forcément, elle a des batteries. Donc, certains disent, elle est forcément plug-in. Il y en aura un peu plus, 700 exemplaires, enfin 599 unités en 2026 et 199 unités d'un cabriolet qui sortirait peut-être en 2027. C'est tout petit. Ouais. Et il y en aura 30 destinés à la course avec des clients qui seront plus que triés sur le volet, parce que déjà pour avoir une Ferrari, il faut être parmi les 700. Donc bon courage. Non, ce ne sera pas pour nous. Ouais, non mais voilà, mais ça c'est quand même extraordinaire. Si quelqu'un dans nos abonnés en a une, hein, tu parlais de l'amendement Ferrari. L'amendement Ferrari, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour les constructeurs qui feront moins de 10 000 exemplaires par an d'avoir un an de rab en 2035 pour essayer d'écouler leur modèle thermique. Combien de voitures Ferrari a écoulé l'année dernière? 5000? Non. 7000? Non. Plus ou moins? Un tout petit peu plus de 10 000 en fait. Ah oui, d'accord. Et justement... Donc ils vont devoir en vendre moins? Donc ils vont devoir en vendre un peu moins. En fait, ils en ont vendu 13 000.
Ah, c'est énorme. Ce qui est énorme. Donc, pour respecter eux-mêmes un abonnement qu'ils ont souhaité, il va falloir qu'ils baissent les ventes. Okay. Voilà, c'est assez drôle. C'était voilà, un peu de parfum très automobile, parce que c'est aussi ça qui fait battre le cœur. Un gros restylage qui va arriver et qu'on n'attendait pas forcément aussi gros. Clio 5. En fait, c'est chouette, on va essayer de vous le mettre. Alors, je ne sais pas si on arrivera à vous le mettre en incrustation, parce qu'en fait, c'est des images un peu paparazzi de l'auto. Oui, et en fait, la qualité n'est pas très bonne, donc on ne sait pas si, quand on fera le montage, ça sortira bien. Mais en fait, elle a été filmée. Je pense qu'il commence à tourner les premiers spots de pub. Et donc, du coup, il y a eu un gros tournage à Valence où tu vois l'avant du véhicule. Tu le vois assez mal, parce que c'est un peu flou. Mais tu sens qu'il va y avoir un gros restylage. Sur Twitter, c'est ouais. ça. Et la rumeur, c'est que l'avant va être très refait. De ce qu'on voit, c'est inspiré de l'Austral. Et des images qu'on voit, ça a l'air plutôt pas trop mal réussi. Et peut-être de la Megane E-Tech, non? Oui, ça a été lancé par la Megane E-Tech, repris par l'Austral, et ça va être décliné. Et ça avec cette barre de feu très fine, en fait. Oui, et on va reprendre un peu d'ailleurs. Je vais continuer après sur Renault, parce que ça fait plaisir. Que t'en parles. Ça fait plaisir de voir Renault. Parce que Renault a quand même connu, sans faire injure à Renault, quand même connu des périodes un peu... moins faciles. Voilà. C'est-à-dire que, les ventes n'étaient pas là. Nous, de la gamme, on la trouvait pas faux folle. Et là, avec le renouveau de la Megane E-Tech, le renouveau de l'Austral, tu as la Clio qui va arriver, tu as le concept car Scenic Vision qui arrive. Et là, ce restylage devrait arriver au printemps. Donc, c'est bientôt. Et a priori, c'est un gros restylage parce que l'avant, ils ont mis beaucoup. L'arrière devrait un peu changer, mais pas trop. L'intérieur, pas trop changé. Mais l'avant, et j'ai l'impression que ça change un peu tout sur le regard de la voiture. On sait quand est-ce qu'elle sera dévoilée, probablement à la rentrée en... Moi, de ce que j'ai lu, c'était printemps 2023. Alors, te dire printemps 2023, génial. Je sais pas... Putain, on a hâte. Ouais, ce serait super. Quel mois c'est? Je vais enchaîner, si tu veux bien, avec... on avait fait un petit point actu économique que vous avez bien aimé dans les premiers journaux d'actu. Et donc là, cette semaine, il y a Stellantis qui va annoncer ses résultats. Donc, comme on a tourné pour vous faire partager les coulisses, on a tourné l'émission un peu plus tôt que d'habitude. Donc on n'aura pas les résultats de Stellantis, mais on vous les mettra la semaine prochaine pour avoir un point de comparaison. Il y a Renault qui a annoncé ses résultats. Renault, c'était difficile. C'est-à-dire qu'en 2020, ils ont eu un prêt de l'État de 5 milliards. S'ils n'avaient pas eu ce prêt de l'État, to be or not to be, je ne sais pas si Renault aurait continué. Ouais, bien sûr. Ouais. 2 infos. C'est la première fois depuis longtemps, depuis 4 ans, que Renault a 2 résultats positifs consécutifs. Vive Lucas. Donc là, oui, vive Lucas, parce que quand tu es patron de ta boîte, c'est bien géré, mais par contre, ça pose une autre question. Donc en fait, la question, je vais y venir, ils ont fait 46 milliards de chiffre d'affaires, à peu près, j'ai arrondi, vous ne m'en voudrez pas. Je crois qu'il y a à peu près 2,6 milliards de marge opérationnelle. Donc en fait, ils vendent moins de voitures, parce que si tu enlèves le périmètre de la Russie où tu ne peux plus le compter parce qu'ils ont dû céder, le chiffre est quand même de vente et un recul de 6%, de 5,9%. Donc ils ont vendu moins de voitures. La Russie, c'était un marché important pour eux. Mais là, tu l'enlèves. En fait, ma comparaison... Non, mais pour que les gens comprennent, même pour le résultat net, ça comptait énormément. Donc c'est une vraie performance. Donc ils ont vendu moins de voitures. C'est un sacrifice en fait. Naturellement, exactement. Il fallait le faire, mais... Ils ont vendu moins de voitures, mais ils ont vendu des voitures avec plus de marge. Renault vise 6% de marge, a eu je crois 6% de marge en 2022. Il vise 8 à horizon 2025, je crois. Très bon joueur. Alors je reprends mes chiffres pour pas trop vous dire de bêtises parce que je pense que je me suis emmêlé. Ils visent 6% à 2023. Là, ils ont eu, je crois, 4%. Ils vont 6% à 2023, 8% à 2025. C'est comme ça. Oui, mais sachant que Stellantis est genre bien. Il y a les chiffres qui vont tomber cette semaine, donc on vous en parlera la semaine prochaine. En marge, ils sont pas loin du double, je pense. Donc on va regarder. Mais par contre, c'est bien pour Renault. Bravo Luca Di Meo parce qu'il est arrivé avec une vraie stratégie. Il a fait changer les lignes. Il a quand même pas mal révolutionné. Moi, on les adore en fait. Ah oui, mais par contre, du coup, tu as un autre sujet qui interpelle. C'est qu'en fait, tout le monde va vers moins de volume, plus de marge, ce qui était la stratégie qui n'avait rien à voir avec avant. Avant, il fallait qu'on vende de la cam et on en vend le plus possible, mais on fait des petites marges. On prend 1 euro par truc et tout ira bien. Voilà. Et donc, tu as 2 choses. C'est que du coup, les voitures sont plus chères. Elles sont plus chères parce que le coût des matières a augmenté. Elles sont plus chères parce que les constructeurs font plus de marge. Soyons clairs. Semi-conducteurs, voitures électriques et tout ça, ça coûte aussi bonbon. Voilà. En fait, le prix de la voiture en elle-même a monté. Pour la construire, c'est encore plus cher qu'avant. Et en plus, le constructeur prend plus de marge. Donc, tant mieux. Le but d'une entreprise,
faut pas crier dans les commentaires « Ah, les salopards !» Déjà, un, la marge n'est pas si énorme que ça quand tu rapportes unitairement. Et deux, le but d'une entreprise, c'est tout de même de gagner de l'argent. Non, mais merci Vincent d'expliquer justement le modèle économique aujourd'hui. Oui, On comprend très très bien. Mais par contre, ce qui interpelle... Et il est vital pour les constructeurs. Là, Renault, ça allait dans le mur. Hein. Soyons très clairs, s'il n'y avait pas eu le prêt de 5 milliards que Renault va rembourser à fin 2023, il sera entièrement remboursé, ça aurait été dans le mur. Plus la stratégie mise en place. Mais par contre, il y a une stratégie qui interpelle. Mais quand tu es patron de Renault, je comprends que tu fasses ça, parce que tu dois gérer ta boutique. Mais quand tu as une vue un peu plus globale, quand tu augmentes le prix de tes voitures et que tu acceptes de moins en vendre, en fait, tu ouvres le champ à d'autres marques. Et donc dans les commentaires, souvent vous reprochez « Ah oui, mais il y a les marques chinoises, il y a les marques américaines, parce qu'eux, ils ont des marchés très protégés. » Tu cèdes des parts de marché en fait. Ouais. Et nous, en Europe, on est un peu trop gentils. C'est-à-dire que tu vas en Chine, tu as 25% de taxes pour amener ta voiture française. Tu vas aux US, tu as une taxe pas possible pour amener ta voiture française. Et nous, en Europe, on dit « Vas-y, on met que 10%. » Allez-y, les gars, nous, oui. Donc résultat, comme on est un peu les dindons de la farce niveau à vouloir jouer les donneurs de leçons, au final, on est un peu les dindons de la farce sur nos marchés domestiques. Et en même temps, on vend moins de voitures parce qu'elles sont plus chères, et donc les autres arrivent avec des voitures plus chères, donc ils prennent des parts de marché. Donc tu te dis, ok, à court terme, c'est bien pour ta boîte, mais si tu perds des parts de marché au profit d'autres, ça va être quoi ton avenir dans 10 ans? Ça se trouve, tu seras un petit constructeur versus un gros, ouais. Versus un gros. Le libre-échange, c'est formidable, mais il faut aussi qu'on soit capable, nous, de défendre notre bout de gras, et qu'autour de la table, tout le monde ait la même règle. En fait. Voilà, en fait, c'est pas que les réciprocités jouent. Parce que sinon, on peut être super philanthrope et hyper généreux, mais on se fait baiser à la fin. Mais en fait, le problème, c'est pas le libre-échange. C'est quand le libre-échange, il est que chez toi, il est pas chez les autres. Du coup, c'est que c'est pas le même libre-échange. Je te laisse continuer. En parlant d'économie, ouais. L'usine Toyota de Valenciennes, tout récemment, est devenue la première usine française. D'accord. En termes de production. Je crois que je vais te dire une bêtise. Je crois que le premier client de l'usine française de Toyota, je crois que c'est l'Italie. Alors ça tu m'apprends quelque chose. Oui, je crois l'avoir vu passer, donc vous me reprendrez dans les commentaires. Bravo. En tout cas, l'usine de Valenciennes qu'on verra peut-être bientôt. Ouais. Là, je tiens rien. 255 000 unités en 2022. C'est énorme. Hein. Ce qui est quand même énorme, notamment la Yaris. Et la seconde usine, c'est celle de Sochaux, qui était historiquement donc Peugeot, qui elle était normalement la première usine hexagonale. Elle, en 2022, elle est à 200 000. Donc tu vois, c'est quand même... Il y a 25% d'écart. Donc c'est quand même c'est impressionnant, si tu veux. Heureusement que Toyota s'est implanté à Valenciennes. Toyota fait un joli restylage de sa Corolla. Faudrait peut-être si ça vous intéresse dans les commentaires qu'on fasse un essai pour faire des berlines, parce qu'on en a aussi un peu marre des SUV. Et Corolla, c'est marrant parce que ni vu ni connu, c'est la voiture la plus vendue au monde. Ah, c'est vrai? Je savais pas. Ever. Ah, ok. Mais elle a une version break qui est très sympa. Tout le monde pense que c'est la coccinelle. Alors, la Corolla, c'est un peu la Golf japonaise. Tu vois, on en voit pas mal. En fait, les gens la remarquent peu, mais t'en vois beaucoup. En break, elle est très sympa. Plus de 50 millions de voitures depuis son existence. Ok. C'est complètement fou. Tu veux que j'enchaîne? Vas-y, je t'en prie. Alors, petite news du côté de chez Mercedes. Donc Mercedes, en fait, tout le monde change de stratégie. En fait, grosso modo, tu as les constructeurs généralistes qui veulent aller chasser sur le terrain du premium, et tu as les constructeurs premium qui veulent aller chasser sur le terrain du luxe. Donc, chacun augmente une case. En fait, tu as Renault qui te dit « je veux devenir un constructeur premium », et honnêtement, quand tu vois la Mégane, elle est assez bien, donc tu peux l'entendre, que tu sois d'accord ou pas. La Mégane, c'est la plus que... Enfin, elle est top, quoi. Et en échange, tu as BMW et Mercedes qui te disent « nous, on veut quitter le premium pour aller sur le luxe ». Et le Land Rover, JLD, Jaguar Land Rover, te dit plus ou moins la même chose comme discours. Et Audi dit pas plus ou moins la même chose. Voilà. Mais par contre, là où ils sont tous d'accord, c'est on est OK pour vendre moins de voitures, mais gagner plus d'argent par voiture. Ça, c'est le point commun. Et donc, du coup, Mercedes est en train de revoir sa stratégie et va probablement quitter certains pans de segment. C'est-à-dire que les breaks, les coupés, les cabriolets, ils sont en train de réfléchir s'ils n'abandonneraient pas ces segments-là. Et les compacts parce aussi, que, on parle de la classe A, de la classe B, qui sont difficiles à électrifier. Et de un, et surtout en marche pas folle. Et d'un autre côté, du coup, et c'est pourquoi je vais en venir à ma news, c'est en fait, tu as le classe G. Le classe G, c'est une volumétrie pas énorme, mais c'est une rentabilité de ma boule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes un classe G, un beau classe G, ça doit valoir 200 000 €,
bah, tu as une liste d'attente, tu l'achètes, tu le remets en vente sur le bon coin, tu le vends 30 000 € de plus. Parce qu'il y a tellement d'attentes. Et en fait, Mercedes se dit, bah, c'est tellement rentable pour nous ce classe G, qu'il réfléchit à faire un mini classe G 100% électrique. Et donc, ça va pas être une volumétrie Il a dingue, des super infos. mais du coup, ils se disent, bah, ça va être... Du coup, il a des super infos, Vincent. Là. Ça va être rentable. Bah, on bosse, ma bonne dame. Vachement bien. Est-ce que tu veux continuer? Il y a, en parlant de Mercedes, Ouais. enchaînement idéal. Ok. Maybach. Oui. Maybach qui est en fait une marque à part entière, mais qui est devenue en fait justement la signature ultra luxe de Mercedes. Maybach commercialise pour la première fois de son histoire, on parlait de l'électrification de Ferrari, pour la première fois de son histoire, Des barres chocolatées. des barres chocolatées, ovomaltine, tout ça, avec un peu de graines d'oiseau, parce que c'est... Elle devient végane, le Maybach, mais j'exagère. Elle s'électrifie, Oui. plug-in hybride, c'est la première plug-in hybride 580 SE, Ok. donc il y a un peu plus de 500 chevaux. On en avait tourné une au salon de Bruxelles qu'on n'a jamais mis en ligne. 0 à 100 en 5,1 secondes et tout ça. 5,1 secondes. Parce que ça, c'est une voiture qui doit faire 2,8 tonnes, non? Ah ben c'est un joli Ok. petit, c'est un bébé quoi. C'est quand même un truc, c'est volumineux. Il faut un grand parking. Mais plus de 100 km d'autonomie en full électrique. Pour une PHEV, c'est vraiment pas mal. Enfin, en même temps, la voiture a fait 3 tonnes, donc ils ont 8 tonnes de batterie dedans, non? T'as un peu de place, c'est Ouais. vrai, mais bon quand même. Et pour vous dire que elle sera d'abord dédiée au marché chinois, parce que la Chine est évidemment friande. Oui. Et ensuite, elle arrivera en Europe. Peut-être qu'on pourrait se faire un petit tour en Maybach 580 SE, Ouais, ce serait rigolo. pourquoi pas. Tu vois, lorsqu'elle Bon, sera par là. contre, c'est toi qui iras la mettre au parking. Probablement à la fin de l'année. Bah, tu me guideras, tu sais, un pas droite, un pas Mais gauche. ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le marché chinois, toutes ces limousines, et on avait essayé, ceux qui n'ont pas pu aller voir l'essai de la série 7 qu'on avait fait. La ligne, certains étaient dubitatifs. Oui, et il y a honnêtement, un vrai ça débat, il y a une s'entend. discussion. Sur la ligne, il y a un débat. L'intérieur, par contre, c'est d'un luxe non débattable. Mais par contre, quand BMW nous avait fait, parce qu'on était un des premiers en France à l'avoir, parce que je crois qu'on l'a. Alors nous, on vous l'a publié au mois de février, mais on l'avait depuis début décembre. En plus, Pierre-Alexandre, Pierre, enfin tout le monde, ils nous avaient mis la couleur qu'on adorait extérieure. Ouais, Bleu Biton. foncé, Biton, on avait la totale. Et en fait, ils t'ont expliqué que quasiment 50% des ventes de ce modèle-là dans le monde, ça allait être pour la Chine. Sans transition aucune, j'en viens d'ailleurs à une petite... on a mis en ligne... je réponds à certains commentaires, parce que déjà, vous savez, on lit tous vos commentaires. C'est-à-dire que tous les commentaires qu'il y a sur les vidéos, mettez-nous-en, parce que ça nous aide pour l'algo. 2, on s'abonne avec la cloche, du coup ça me fait la transition, parce qu'on oublie à chaque fois de le dire, la cloche c'est important pour être au courant. Et en fait, tous les dimanches, un week-end sur 2, on vous met une émission qui est parfois rien à voir avec l'auto. Et on l'assume. Et qu'on adore. Qu'on adore. Et en plus, pour vous donner les détails, pour nous, cette émission-là, c'est un gros investissement. C'est-à-dire qu'on sort de notre zone de confort, ça nous demande 10 fois plus de travail qu'un essai automobile, qui est notre quotidien. Avoir les invités, c'est une difficulté folle. Cette émission-là est d'une qualité d'image, ce que nous, on estime proche de la télé. En tous les cas, au pire, si vous trouvez qu'elle est moche, en tous les cas, on met beaucoup de monde dessus. Donc ça nous coûte pas mal de sous et surtout, c'est une organisation qui est assez dure. Et on accepte de sortir de l'automobile. C'est-à-dire que cette émission-là, on peut comprendre que certains qui nous aiment pour l'automobile, Les essais. parfois s'y retrouvent pas. Mais nous, notre but, c'est de découvrir des parcours enrichissants de gens connus ou inconnus et de s'inspirer d'eux et de découvrir leur histoire. Donc on comprend très bien que certains, par exemple, on a eu Zouma Nakamura, qui pour moi était un rêve d'enfant. Celui qui n'aime pas le foot, il a tu l'as peut-être... réalisé. Et c'est l'automobile Oui. qui permet de le réaliser parce que l'automobile, c'est un lieu de confidence. Quand on est en voiture, tous les deux, on est bavards sans être en voiture. Mais en voiture, tu te confies. Tu parles, tu réfléchis. Tu as parfois de très bonnes idées en voiture. C'est ça qu'on veut faire avec l'ID Buzz. C'est de montrer que c'est idéal pour converser, rencontrer justement des gens qui racontent leur parcours. Pour nous, c'est absolument admirable. Et si vous, même celle-là, c'est-à-dire qu'on a de nos fidèles qui ont regardé l'émission en disant « Moi, j'aime pas le foot et j'ai pas envie de la regarder ». Ils l'ont regardé quand même et ils ont dit « Mais quelle leçon d'humilité ». En fait, le but, c'est de s'inspirer de ces gens-là qui ont une réussite un peu hors du commun. Et donc après, certains vous plairont, certains vous plairont pas. Et on accepte aussi que certains disent « Moi, ce type d'émission, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas et on vous en veut pas. Et je veux pas rouler 1 heure avec vous parce qu'en plus ça dure longtemps. Ouais, ça dure longtemps. Et en plus, c'est une connerie d'essayer de... Pas une connerie, c'est pas le bon mot, désolé. C'est pas forcément un choix intelligent de mettre des formats si longs. Mais nous, on y croit dans cette émission-là et on voit les retours, parce que souvent on a des retours dingues sur cette émission en disant on aime bien. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'on n'est pas habitué,
c'est que sur nos émissions auto, on a notre base communautaire qui viennent nous voir. Et là, sur cette émission-là, on a des gens qui ne nous connaissent pas pour l'auto. Et qu'on a envie justement aussi, tout à coup, de faire venir chez nous. Ouais. Parce que c'est une façon d'élargir aussi Sans Bornes. Dire, vous n'êtes pas obligé d'aimer l'automobile, mais vous pouvez aimer justement la rencontre avec des personnalités. Et quand je dis des personnalités, c'est pas forcément célébrité. C'est la rencontre avec quelqu'un qui te raconte Hors du commun, ouais. son histoire. Est-ce qu'on peut le dire, on est trop content parce que cette émission, elle est inspirée évidemment d'une émission d'il y a 30 ans qui s'appelait Le Plein de Super. Le Plein de Super avec Bruno Solo. Alors, à l'inspirant, on ne le savait même pas, mais c'est vrai que c'est lui qui l'a fait en premier. Moi, je l'adorais, c'était un truc fou. Et il va venir nous raconter ça. Et Bruno Solo, vous le verrez bientôt, il va nous raconter tout ça. Ouais. Est-ce que tu as une dernière petite actualité? J'ai une dernière. Moi, j'en ai une aussi. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est sur les radars. Tu vas nous faire ChatGPT encore? J'ai une exclue mondiale. Non, mais c'est marrant, c'est sûr. On a commencé par les j'ai lu un classement avec les voitures volées. Ouais. Là, c'est sur les radars. Les radars, il y a un classement des radars, ceux qui radarisent le plus. Voilà. Ok. En France, quels sont les radars qui émettent le plus de crépitement et de flash, en tout cas par unité? C'est pas les plus, en nombre absolu, ce ne sont pas les plus répandus, mais quand on les met, j'ai rien compris. En fait, on calcule le nom. Un bon radar, c'est celui qui a un taux de flash important. Un taux de flash important. Pour X voitures passées, il y a 3 flashs. Exactement. Aucune idée. C'est quoi alors? C'est le radar chantier. Le radar chantier. Le radar chantier, c'est celui quand sur l'autoroute notamment, tu sais, tu mets un radar quand il y a des zones de chantier. Tu le positionnes. Ah, c'est vrai, c'est celui que je fais un peu pas trop attention. Personne ne fait attention. Okay. Et à chaque fois qu'ils en mettent un. Comme quoi, je suis un mouton parmi les moutons. Tu le mets et ça flash comme des malades. C'est celui qui atteint 3,9 millions d'infractions. Donc c'est énorme. Non, c'est énorme. C'est celui qui est en unité qui est un peu le plus faible. Mais en revanche, dès qu'on en met un, bam, 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 tout le monde est pris. Mais il faut sourire quand on est flashé, c'est important pour la cela dit, c'est vrai que sur l'autoroute, sur les 3 voies, quand tu es limité parfois, tu supprimes une voie, tu mets 90 km/h, et tu vois 70. Ouais. Le truc, il flash tout de suite, parce que les mecs arrivent à 130, le temps de ralentir, t'es forcément pris. Surtout qu'ils le mettent très souvent à l'entrée. Donc, tu n'as pas le temps du ralentissement. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une petite dernière news. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Et moi, après, ce sera ma dernière. Ce qui est rigolo, Cocorico, Zidane rejoint Alpine. Ah, super. En tant qu'ambassadeur. Ouais. Alors, Zidane, Alpine, Zidane, Formule 1, foot, Formule 1, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais bon, comme c'est Zizou, on lui pardonne tout. Partout. Mais en tout cas, c'est une très belle image, Zidane, c'est génial. D'ailleurs, si vous voulez expliquer le pourquoi de votre partenariat, allez sur un média un peu différenciant. Plutôt que d'aller sur le Figaro, les Échos, où tout le monde va. Zizou, on t'attend sur Sans Bornes. T'es forcément le bien. Et donc, qu'est-ce qu'il vient y faire? J'ai pas bien tout compris, mais il va y faire quelque chose. Grosso modo, il veut être l'ambassadeur de programmes pour l'égalité, En fait, le milieu de la Formule 1 est un milieu très fermé. D'ailleurs, le nombre de places est très limité. Et lui, en fait, il veut être au sein d'Alpine un ambassadeur pour aider des talents à rejoindre le milieu de la Formule 1, mais pas que conduire. En fait, c'est même plutôt tout sauf conduire. Donc, ça va être les ingénieurs, les mécaniciens, les représentants de la machine à café. et en fait, son but, c'est d'ouvrir un peu ça. Comment il va le faire? Ça paraît un peu obscur. C'est plutôt un génial coup de com'. Et en tous les cas, que ce soit un coup de com' ou pas, bravo, bravo Alpine, parce qu'avoir Zizou, c'est quand même pas rien. C'est marrant parce qu'on avait reçu, en parlant d'ID Buzz, Eric Bilderman, oui, qui nous parlait de la Formule 1 et qui disait que la Formule 1, à ses yeux en tout cas, était hyper internationalisée, hyper ouverte et faisait venir justement des gens mais de tous les univers. Ce qui pour lui, il disait, mais c'était une famille beaucoup plus extérieurement. Eric, on embrasse d'ailleurs. Ouais, Eric, on t'embrasse. Extérieurement, enfin, on a tous une image un peu luxe, un peu calfeutrée et pas facile. Et il dit, mais moi je viens du foot, le foot est ultra fermé et quand j'arrive à la Formule 1, c'est une famille en fait. Les gens sont hyper ouverts. Oui, c'est l'inverse des représentations pour que les gens comprennent, Eric est un journaliste de l'équipe. Eric Bilderman. Et ça a été pendant très longtemps un des journalistes stars du football et il est passé il y a quelques années à la Formule 1 et il couvre maintenant la Formule 1 pour l'équipe. Et donc il a des repères des deux mondes en fait. Exactement. Ouais. Et on avait fait une interview dans la ID Buzz où ils expliquaient un peu, si vous voulez aller voir. Ah bah allez voir, c'est fantastique. La différence entre les deux mondes, entre le football et la Formule 1, où la Formule 1 est plutôt une famille, alors qu'il y a quand même beaucoup de sous.
mais c'est plutôt un cercle fermé et c'est la famille. On a été très long aujourd'hui, non? On avait envie de parler. Hugo nous a combien nous a dit ça fait 30 minutes. Les amis, on s'embrasse, on s'abonne. Normalement, essai de la semaine, ça va être la Citroën C4X, C4X I, oui, pour, électrique. Pour électrique. Première Citroën de série sur... parce que nous, la seule Citroën qu'on a fait du concept car dans les rues de Paris, ma bonne dame. Première Citroën de série et on va voir ce qu'elle a à nous dire, cette voiture. C'est formidable. Ouais. Alors, c'est pas la première électrique de série. Non, mais sur la chaîne. Ah, sur la chaîne. La première Citroën chez nous, pardon, je ne peut-être pas l'exprimer. Non, pardon. Première Citroën de série sur la chaîne pour nous. Ouais, exactement. Mais c'est vrai. Bah oui. Et on y va d'ailleurs. Allez, à très vite.